Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bricolomania. Alors, aujourd'hui, on devait initialement s'intéresser à cet instrument. Cet instrument, c'est un HP 53310A. C'est un Modulation Domain Analyzer. C'est un instrument assez particulier parce qu'il va nous permettre notamment d'observer l'évolution de la fréquence d'un signal au fil du temps. C'est quelque chose qui dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre, hein, la fréquence au fil du temps. Bref, donc ça devait être une vidéo démonstration. On aurait un petit peu essayé d'utiliser toutes les fonctions de cet instrument, voir ce qui permet d'observer comme phénomène. Le problème, c'est que il est tombé en fait en panne juste au moment où j'ai commencé à filmer la vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il s'est complètement éteint, suivi d'une petite odeur de brûlé en fait. Donc cette vidéo va se transformer en fait en vidéo de réparation, une de plus, tant pis. Alors je vais faire quelque chose que normalement je ne devrais pas faire, c'est tenter de rallumer l'instrument pour vérifier si dans son ensemble il fonctionne, s'il y a des symptômes additionnels. Donc là on a le test de démarrage qui visiblement passe. Alors le message d'erreur il est normal, on y reviendra plus tard. Alors visiblement, donc là j'ai un signal qui rentre sur l'instrument, juste pour vérifier s'il fonctionne. Et là, d'après ce que je vois, ça a l'air tout à fait normal. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de défaut additionnel. Oh ben ça tombe bien alors. Par contre, je sens à nouveau cette espèce d'odeur un petit peu désagréable. Alors c'est pas vraiment du brûlé, c'est presque une odeur de capa. Une odeur de condensateur qui fuit. L'odeur typique d'un PCB d'un condensateur qui lâche son diélectrique. Donc je vais quand même arrêter l'instrument, par sécurité, même s'il a l'air de fonctionner. Et on va l'ouvrir, on va le démonter, et on va essayer d'inspecter visuellement, voir s'il y a quelque chose de suspect à l'intérieur. Ok, alors avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous dire un mot sur l'utilisation de cet appareil. À quoi est-ce qu'il sert ? Alors j'ai dit brièvement en intro que cet instrument, il allait nous permettre de tracer la fréquence d'un signal en fonction du temps. Comment est-ce qu'on fait ça ? Très simplement, on a le HP 53310A, et sur une de ces entrées, on va pouvoir venir relier un générateur de signaux, ou un signal dont on désire observer la fréquence. Alors moi, dans mon exemple, je vais mettre un générateur sinusoïdal, supposé idéal. Dans ce cas-là, on s'attend à observer sur ce graphe fréquence en fonction du temps, on s'attend à observer quelque chose de constant. Ok, si le générateur est idéal, on aura normalement cette courbe-là. Maintenant, en pratique, un oscillateur, il n'est pas idéal. On va avoir de la dérive à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, en pratique, on devrait plutôt observer une courbe sur du court terme avec des petites oscillations, ok, comme ça, des petites oscillations aléatoires autour de notre fréquence fondamentale. Ici, je sais pas, dans mon exemple, j'en sais rien, je prends un signal à 15 MHz, ok, donc je devrais obtenir quelque chose centré sur 15 mégas, avec autour des petits écarts. Mais si on observe ça sur du plus long terme, en plus de ces petits écarts, on pourrait par exemple avoir une dérive, ok, une dérive dans le temps. Pourquoi ? Par exemple, à cause des effets de la température. Vous savez que normalement, un quartz est sensible aux modifications de température de son environnement. Ça pourrait être aussi, sur du beaucoup plus long terme, un vieillissement du quartz. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut faire avec cet instrument. On peut faire plein d'autres choses, mais là c'est juste pour vous présenter dans les grandes lignes ce que ça fait, et on en parlera plus en détail dans la vidéo après réparation. Ok, c'est parti pour le démontage. Alors, petit tour d'horizon de la constitution de cet instrument. Alors pour l'affichage, forcément, vu l'époque, 1990, 1992, 93, on a un tube cathodique. Avec ce tube cathodique, on a ici sa carte de pilotage, carte vidéo, ok, qui va générer tous les signaux de contrôle pour le tube cathodique. Sur tout le fond de l'instrument, on a cette carte-là. En fait, cette carte, on pourrait la qualifier de carte mère,
mais c'est elle qui contient tout ce qui va être front-end analogique, et puis surtout front-end numérique. Là, sous cette canette métallique, je soupçonne fortement que ce soit notre oscillateur de référence. L'oscillateur à 10 mégas, puisque en fait il y a la vis d'ajustement qui est juste en face, et puis comme c'est sous une canette, je suppose que c'est un oscillateur qui est stabilisé en température, un OCXO, ou quelque chose comme ça. Ici, dans ce bloc-là, on a ce qui est l'alimentation. Ok, vous voyez que c'est signalé en rouge, danger de choc électrique, personnel qualifié uniquement. Tant pis, hein, c'est pas grave, ce sera pas du personnel qualifié. Bref, en dessous, on a une carte CPU. Donc carte processeur avec la RAM, la ROM, et tout ce qui va bien, ok, pour l'époque. La glue logique, le décodeur d'adresse et compagnie. Et juste en dessous, on a une carte oscillateur. En fait, c'est une carte optionnelle, l'option 031. J'en dirai un mot dans la prochaine vidéo, c'est un truc que j'ai tenté de réparer. Malheureusement, il n'y a pas de dock, donc c'est un petit peu chaud de réparer ce truc-là sans dock. Alors, au vu des symptômes, hein, à savoir cette extinction qui a eu lieu là de façon complètement random, plus cette odeur un petit peu typique de brûlé / électrolyte chaud, cette espèce d'odeur qui pique le nez, je vais sortir en fait l'alimentation. Alors pour ça, c'est très simple, hein, construction HP, on tire les deux petits taquets plastiques, on les enlève, on déconnecte simplement les deux connecteurs qui arrivent la lime, donc à savoir l'entrée secteur, phase neutre, terre et compagnie. Et puis de l'autre côté, on dégrafe la grande nappe et on a sorti notre bloc d'alim en quelques secondes. Et puis on va pouvoir inspecter visuellement et puis même olfactivement. Et ça pue. Un petit mot sur les alimentations qui sont présentes dans les instruments HP. Très souvent, c'est des alimentations dont la conception, et probablement la fabrication, est sous-traitée. C'est-à-dire que ce n'est pas une alimentation HP. On voit ici qu'on a une petite étiquette qui nous dit que c'est Computer Products Power Conversion. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans les instruments HP des années 90. C'est une autre marque qui fabrique les blocs d'alim. Bref, j'ai également fouiné un peu sur le net, notamment sur le forum du EasyBlog et puis sur d'autres forums, là, les groupes Yahoo de collectionneurs de matos HP, Tech, Agilent et compagnie. En fait, cette alim qui est présente dans cet instrument, là, le 53310, elle est connue pour avoir des condensateurs qui ont des petits problèmes de fuite, qui sont amenés à un moment ou à un autre de leur vie à lâcher leur électrolyte sur le PCB. Et puis, vous savez sûrement, c'est un petit peu corrosif, donc ça peut avoir tendance aussi à bouffer les pistes de cuivre et compagnie. Donc mode de défaillance assez catastrophique et destructif. En reniflant à nouveau les boards, ça me fait vraiment penser à ça. Donc on va le démonter et on va voir si visuellement il y a plus d'infos. Alors voilà, après démontage, on a accès au top de la carte d'alim. Et là, comme ça, en fait, il n'y a rien de choquant. Je veux dire, visuellement, on n'a pas de traces de coulure évidente. Visuellement, il n'y a rien qui semble mauvais là autour des condensateurs. Donc je pense que je vais démonter davantage pour avoir accès en fait au bottom de la carte pour aller inspecter s'il y a quelque chose de l'autre côté. Alors voilà l'autre côté de la board, et malheureusement, ou heureusement en fait, ça dépend, il n'y a pas de trace de fuite des condensateurs électrolytiques, en tout cas rien d'évident. Par contre, j'ai continué mon inspection visuelle et olfactive sur l'autre côté de la carte, et clairement, l'odeur semble provenir de ce groupe de condensateurs entre les dissipateurs. C'est a priori le côté secondaire de l'alimentation. D'ailleurs, en envoyant un peu de lumière, il me semble que j'arrive à voir une légère coulure entre ces condensateurs. Donc là, je vais utiliser la machine à dessouder pour enlever un de ces condensateurs et voir ce que ça donne. Ok, alors voilà le résultat après dessoudure. Alors c'est vrai que c'est très pratique cette machine là, qui chauffe et qui aspire en même temps
l'étain. Ça permet d'obtenir un résultat assez propre, là, comme on peut le voir sur l'image. Puis on n'a pas galéré avec d'un côté le fer à souder, de l'autre la pompe à dessouder, ou même de la tresse. Par contre, là où ça risque d'être beaucoup plus galère, c'est dans cette zone-là où on va avoir une inertie thermique assez colossale, vu la quantité d'étain, plus le barreau métallique qui est là, qui repart dans l'encoche. Là, ça risque d'être beaucoup plus galère. Là, pour l'instant, j'ai enlevé un des condensateurs les plus faciles, juste pour inspecter. Alors, eh ben en fait, j'ai bien fait d'enlever ce condensateur électrolytique, parce que grâce à ça, j'ai pu obtenir une confirmation visuelle de ce que je redoutais un petit peu, à savoir la présence d'électrolytes sur le PCB, voire en fait un début de corrosion. Là, on le voit un petit peu sur ces images, avec des traces noires, à la fois sur les pads métalliques, mais également sur le masque de soudure. Du coup, pour évaluer l'étendue des dégâts, j'ai décidé d'enlever tous les autres condensateurs des alentours. Alors voilà le résultat, après avoir retiré absolument tous les condensateurs, j'ai un petit peu galéré à enlever le célastique, la matière blanche qui maintient les condensateurs collés puis immobiles. Bref. Et là, par contre, grande surprise, on voit que cette fois-ci, on a clairement la présence de corrosion. Bref, là l'idée c'est de tout nettoyer, alors avec de l'alcool isopropylique, éventuellement avec des cotons-tiges, enfin tout l'attirail du nettoyeur électronicien. Allez, c'est parti. T'aurais pas une bonne idée pour nettoyer la carte? Que tu es bécasse! Alcool isopropylique. Cuisine de pays pardi, du bœuf mariné, de savoureuses petites pommes de terre et ses carottes fondantes. Cuisine de pays. Et merci William. Bref. Déjà, avant d'utiliser de l'alcool isopropylique, j'ai commencé par préparer un petit mélange citron bicarbonate de soude pour enlever la corrosion sur les pads, les pistes et le masque de soudure. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'usage très courant dans l'industrie électronique, mais franchement, ça a toujours bien fonctionné pour moi dans ce genre de situation. Donc pourquoi pas une fois de plus sur cet instrument. Alors, j'ai utilisé des cotons-tiges pour appliquer ce mélange là sur toutes les zones corrodées. Ça m'a permis de bien frotter les recoins de la carte. Surtout, il faut bien laisser agir, pas hésiter à rajouter un petit peu de bicarbonate ou de citron à la demande, directement sur la carte. Alors on le voit sur ces images, il y a un bout de masque de soudure qui est parti. Je pense qu'il était vraiment très atteint par la corrosion. Ensuite, après avoir éliminé les restes de mon mélange bicarbonate-citron, j'ai terminé le nettoyage à l'IPA. Et on voit sur ces images que c'est déjà beaucoup plus propre qu'avant. Par contre, la piste de cuivre, elle était clairement bouffée, mais bon, pas trop non plus. Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à nous pour rattraper un petit peu la piste de cuivre. Soit on y va au fer à souder, avec de l'étain, et on essaye de travailler l'état de surface de la piste, en prenant une tresse à dessouder pour enlever l'excédent, par exemple, pour refaire un étamage. Ou alors une autre solution, c'est d'utiliser de l'étain chimique, pour faire de l'étamage à froid, et c'est ce que j'ai fait ici. Alors ça s'est transformé en œuvre d'art, parce que j'y suis allé au pinceau, puis au fer, puis au pinceau, jusqu'à obtenir un état de surface qui me convenait. Donc là, vous le voyez sur les images, c'est franchement pas dégueu, en tout cas c'est bien mieux qu'avant. Et oui, j'en conviens, ça ressemble vraiment à de l'aquarelle sur PCB, clairement. Bref, dernière étape, un bon nettoyage à l'IPA, toujours, avant de déposer un petit bout de Kapton sur la piste. Ça ira très bien pour remplacer le bout de masque de soudure qui nous a quittés. Alors voici venu le temps de souder les condensateurs tout neufs que j'ai commandés, je crois, sur RS. Ils étaient en stock. Alors j'ai repris la même marque, à savoir du Nippon Chemicon, dans une série, c'est quasiment la même série, aux caractéristiques du coup assez identiques en termes de SR, de tension et de température de service. Et de mémoire, il y avait quand même une très légère différence de dimension, je crois que c'était légèrement plus petit en termes de hauteur et de diamètre. Bon, le remplacement des condensateurs est terminé, du coup je vais pouvoir remonter la board dans son boîtier, et le boîtier dans l'appareil. On va voir si ça fait du feu. Ok, du coup j'ai reconnecté l'alimentation sur le reste du système.
pas de mauvaise surprise. Alors comme dans l'intro de la vidéo, j'ai à nouveau relié une des entrées de l'instrument sur le générateur de fonctions. Et là, ce qu'on observe est tout à fait cohérent. On observe une gaussienne. Cette gaussienne, elle nous informe sur notamment la fréquence qui est réglée sur le GBF et puis ses caractéristiques en termes de déviation standard, etc. Tout ça, c'est des choses dont on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. On essaiera d'explorer plus en détail les fonctionnalités de cet instrument, de voir tout ce qui permet de caractériser sur les références de fréquence et autour des références de fréquence. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de réparation du coup, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Bricolomania. Ce qui fait la particularité de cet instrument, eh bien c'est un instrument qui est capable de nous montrer l'évolution de la fréquence d'un signal au cours du temps.